Bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui une vidéo de révision générale de tout ce qu'on a fait jusqu'à l'instant dans le cours. Mon objectif, en réalité, n'est pas de rentrer en détail dans les notions déjà faites, mais plutôt d'avoir un volet rapide de toutes les notions qu'on a fait, afin de savoir d'où on commence et dans quelle direction on s'en va. Donc, on va commencer maintenant. Dans la première séance de cours, notre cours exactement, c'est un cours de productique. Et qui dit productique, c'est améliorer la production dans l'industrie, dans l'environnement industriel. Et de cette façon, la meilleure des façons à faire, c'est automatiser les tâches. Et on se posait la question, c'est quoi automatiser? En réalité, on a répondu à cette question, on a dit, comme dans la littérature, si on cherche, automatiser, c'est rendre une tâche qui est dans l'industrie, être capable d'être faite d'une façon autonome, sans intervention humaine. Donc on cherche, en réalité, à supprimer l'intervention humaine. D'une façon partielle, parfois, ou d'une façon définitive, dépendamment de la tâche, dépendamment des moyens qu'on a. Donc, on peut soit supprimer d'une façon partielle, d'une façon définitive, l'intervention humaine. Et parfois, c'est la sécurité de la tâche qui nous amène à supprimer l'intervention humaine d'une façon définitive. Mais est-ce qu'on a intérêt à automatiser? Et quand est-ce qu'on doit automatiser? Pour savoir répondre à cette question, on doit répondre à la question la plus principale, c'est pourquoi automatiser? Et pourquoi automatiser? En réalité, il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut automatiser une ligne de produit, bon, un processus qu'on a ou une tâche qu'on a dans l'industrie. Pour répondre à cette question, quand même, il y a soit des intérêts qui sont plutôt sécuritaires, soit des intérêts qui sont plutôt économiques ou pour suivre l'intérêt économique. Mais dans le cours, on a concrétisé cette réponse en trois raisons essentielles, qu'on appelle le PV, le RV et le PC. Le PV, c'est produire en volume. Produire en volume. Que veut dire produire en volume? Prenons le cas où on a en réalité, je vais retourner à l'exemple que j'ai donné dans le cours, l'exemple le plus simple. Ça reflète parce qu'il a une relation avec ce que j'ai fait dans le passé, c'est avec mon expérience dans le domaine de packaging. Donc, si je prends juste un exemple simple de remplissage, mettre la cape et mettre l'étiquette sur une bouteille de produit, une bouteille donnée. Si on donne cette tâche à un humain de remplir, de mettre la cape et mettre l'étiquette pour une bouteille, ça va prendre quelques secondes afin de qu'il finisse la tâche. C'est tout à fait normal. Mais pour une ligne de production, une machine qui est automatisée, qui est capable de répéter la tâche à plusieurs fois à une vitesse donnée et qu'on sait déjà, il y en a des lignes de production que j'ai vues sur l'industrie. On a conçu de une bouteille par seconde jusqu'à une centaine de bouteilles par seconde si la ligne est tellement sophistiquée. Donc, il dépend de notre budget normalement pour automatiser une ligne de production au départ. Donc, pour produire en volume, c'est exactement produire une grande quantité avec moins de personnel, ce qui va jouer énormément sur le coût de le prix en réalité de l'unité de cette bouteille. Passons à autre chose, c'est le deuxième critère, on a parlé de PV, le RV, réduire la variabilité. Ça, c'est un critère qui est très important, question de qualité de notre produit. Je suis en train de remplir, dans le cas
Ben, pour la qualité, ça pourrait être pour une pièce mécanique. Si deux pièces mécaniques ne sont pas identiques, s'ils sont faites par humain, il y a une grande probabilité qu'il y aura une certaine différence entre les deux. Donc, c'est qui va jouer sur la qualité de ce produit. Sinon, pour le remplissage ici, ou c'est question économique aussi. Si je suis en train de remplir, c'est un humain qu'on a donné 10 bouteilles. Imaginons que j'ai donné 10 bouteilles différentes à des personnes, soit les mêmes personnes ou à des personnes différentes pour les remplir. Cette bouteille prend 500 millilitres de eau, bouteille liquide quelconque. Donc, le remplissage, en réalité, ça sera un 500 plus ou moins un certain delta en millilitres. Ce delta en millilitres, en réalité, il est maîtrisé. Il est connu si on a une ligne de production qui est automatisée. Par contre, avec le facteur humain, on a moins de pouvoir d'impact sur ce delta. Donc la variabilité ici, ce petit delta, en réalité, c'est la variabilité. Et ce qui joue énormément sur la qualité. Un produit qui a moins de variabilité est de très grande qualité. Par contre, il y a beaucoup de variabilité, ça revient comme un travail artisanal dans ce cas. La troisième chose, la troisième partie, c'est le pouvoir configuré. On peut concevoir une ligne qui est capable de produire différents produits. Dans l'industrie, on peut trouver des tas d'exemples. Dans l'industrie, on a différentes configurations. On prend juste l'exemple simple qu'on vient de donner, celle de la bouteille. Moi, j'ai une compagnie, par exemple, de bouteilles d'eau. Donc, je peux avoir, par exemple, trois configurations différentes, des bouteilles de 500 millilitres, des bouteilles de 1 litre et des bouteilles de 3 litres, par exemple. Donc, je peux avoir une seule ligne de production capable de produire les différentes formes. Si on a, et on peut même faire des modifications si on veut dans le futur avoir plusieurs configurations, plus que ces trois configurations possibles. Donc, ça c'est possible avec l'automatisation. Avec l'humain, ça va prendre plus de temps, ça va retarder le processus, ce qui joue énormément sur ce qu'on appelle ici sur le coût du produit. Donc, on a fait une vision générale sur la question de quoi automatiser, c'est quoi automatiser, pourquoi automatiser. Donc, la question qui va suivre, c'est comment automatiser, c'est quoi les composants exactement des systèmes automatisés. Et on a fait une certaine analogie entre l'humain et un système automatisé. C'est tout à fait normal. On veut supprimer l'intervention humaine. Si on veut supprimer l'intervention humaine, on a intérêt à concevoir quelque chose qui ressemble ou qui a le même fonctionnement que l'humain. Je vous invite à voir la vidéo de la référence 1. La référence c'est à la fin à la fin du document. Ça ressemble à l'exemple qu'on a donné dans le cours. Il est donné d'une façon bien graphique. Je trouve que c'est intéressant et c'est pertinent que vous allez voir aussi, ou vous allez voir la vidéo. Mais on va quand même expliquer. Imaginons que je veux juste boire directement de ma bouteille de l'eau. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Comment mon corps, comment l'humain évalue ce processus pour le faire? En réalité, j'ai besoin de voir la bouteille. Donc, c'est mon œil qui intervient au départ pour amener de l'information amener directement de l'information à mon cerveau.
Et c'est mon cerveau qui va traiter l'information. Le traitement de cette information, il va envoyer des consignes directement à mes muscles, euh, à mes muscles pour faire bouger toute ma structure de mon bras afin d'aller récupérer la bouteille. Les systèmes automatisés ont aussi la même structure. Ici, l'œil ou n'importe quel sens est représenté pour les systèmes automatisés par ce qu'on appelle les capteurs. C'est les capteurs qui vont amener l'information, qui vont avoir de l'information sur l'environnement qu'on a, afin qu'on puisse agir. Ils vont amener l'information directement à une unité intelligente. Cette unité intelligente n'est que dans l'industrie, c'est des microcontrôleurs ou des systèmes basés sur des microcontrôleurs. L'exemple le plus fréquent dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle les API ou en anglais les PLC. C'est eux qui vont traiter l'information. Et ce traitement d'information, ils vont envoyer les bons consignes aussi, de la même façon, aux actionneurs. Les muscles de la machine, c'est les actionneurs. Et la structure qu'on a pour le bras, c'est aussi la structure mécanique de la machine. En heure. Et il y a une certaine communication qui est faite entre tous les étapes qu'on voit ici directement. Ici, c'est les nerfs qui envoient l'information du côté humain. C'est les nerfs qui envoient l'information entre les tiers ici. De l'autre côté de la machine, on a des réseaux de terrain ou des réseaux de communication avec des protocoles définis qui seront en mesure d'envoyer l'information entre les entités. C'est bon? Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, passons maintenant à la prochaine diapo. En réalité, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un exemple d'utilisation. Donc, d'une machine qui est en train de découper un rouleau directement. Donc, tout ce qu'on est en train de voir, on a des capteurs directement sur la machine. On a toute l'unité intelligente qui est composée d'un automate programmable, qu'on vient de voir, des PLC, et aussi ce qu'on va voir et qu'on a vu éventuellement, c'est des variateurs de vitesse, et ça c'est du côté puissance, du côté alimentation de la machine, des servos variateurs qui sont capables de se positionner automatiquement, d'avoir la même chose du positionneur, et un réseau qui va permettre la communication entre les tiers de la machine. Finalement, on est en train de voir aussi, c'est une interface homme-machine, où l'opérateur pourra visualiser le comportement de la machine, arrêter, faire marcher la machine en même temps avec d'autres fonctionnalités. C'est bon. Passons maintenant à décrire les composants du système automatisé. Donc, comme résumé, on a vu qu'il y a la partie capteur, la partie unité intelligente et actionneur. Et on va voir c'est quoi par rapport au capteur, détecteur. Ça, c'est le côté qui va l'œil de la machine, qui nous amène la bonne information à la machine. De ce côté, on a ce qu'on appelle les capteurs, les détecteurs, les codeurs. En réalité, c'est quoi un capteur? Il va transformer une grandeur qui est physique en un signal logique directement, qui sera compris par la partie intelligente, comme un PLC, un microcontrôleur. En réalité, les PLC, les microcontrôleurs
prennent le langage qu'on appelle le langage binaire, le 0 ou 1. Imaginons un détecteur de présence. Il doit, si la pièce est présente, il doit envoyer à un PLC, par exemple, l'information 1. S'il n'est pas présent, c'est l'information 0, pour que le PLC comprenne cette information. À chacun son langage, mais on a besoin de entités qui peuvent faire le travail et traduire l'information. Donc, en réalité, les capteurs vont prendre la grandeur physique. Ils ont besoin de certaines énergies pour faire leur travail. Et finalement, ils doivent les transmettre à un signal qui est électrique, ou parfois c'est un signal que ce soit pneumatique, ou pour avoir un signal numérique, analogique. Pour les signaux numériques et analogiques, ils dépendent de fonctionnement. On va voir ça en détail pendant la prochaine vidéo. Donc, et on a vu c'est quoi les types de capteurs qu'on a. On a les capteurs à contact direct. C'est des capteurs, c'est plutôt mécanique. Ils font un contact direct c'est comme les limit switch. On pose, c'est exactement ici, on parle des limit switch, c'est exactement l'interrupteur. Ça ressemble à l'interrupteur qu'on touche pour allumer notre lumière à la maison. Donc, si la pièce pousse cet interrupteur, on pourra savoir sa présence parce qu'il va switcher d'un état où le courant a été coupé à un état où le courant qui était ouvert, un état où le courant a été fermé. Et on aura l'information 0,1 que notre PLC a besoin. Après, on a les détecteurs de proximité. C'est quoi les détecteurs de proximité? Et les capteurs de proximité, en réalité, les capteurs de proximité n'ont pas besoin d'une interaction physique. C'est exactement comme un émetteur photovoltaïque avec un récepteur photovoltaïque, avec un récepteur. On n'a pas vraiment de toucher le capteur pour avoir l'information. Ça peut être fait à distance, ou les capteurs par exemple capacitifs ou capteurs inductifs. On a vu ça pendant le cours. Les capteurs de pression, c'est notre genre de capteur aussi. Tout ça, on l'a vu en détail dans le cours. Et finalement, les capteurs peuvent être soit électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques. Donc, c'est différent. Ça, c'est sa façon de fonctionner. C'est sûr, physique. Et les critères des choix, ils vont dépendre de l'étendue de mesure, de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale qu'on veut. Par exemple, si je prends la température, est-ce que moi c'est une température d'une chambre, donc ma valeur ça va être entre par exemple moins 10 et plus 50, ou dans un four où la température va arriver jusqu'à 400 Celsius et ainsi de suite. La résolution aussi, dépendamment de la précision qu'on cherche, précision de la valeur aussi, la rapidité, ça veut dire le temps de réaction pour rafraîchir l'information. On a déjà vu ça pendant le cours. Ça, c'est du côté capteur, les détecteurs en réalité. Le côté codeur. Quoi le codeur? Dans l'industrie, on a tellement de mouvements qui sont alimentés par des moteurs. Et ces moteurs, ils ont un certain axe tournant et on doit savoir la position ou le degré de rotation que l'axe a fait pendant sa rotation. Et la meilleure des façons qui était élaborée dans l'industrie qui est présente sur le marché, ce qu'on appelle les encodeurs, les codeurs rotatifs. En réalité, c'est quoi leur principe de fonctionnement? On a expliqué déjà ça dans le cours. C'est un disque où on a des trous perforés. Le nombre de trous perforés, ça sera la résolution en réalité de notre codeur.
Et on va mettre un émetteur photovoltaïque avec laser, avec un récepteur. Et pendant que le disque tourne, on compte le nombre de trous. En connaissant le nombre total des trous sur le disque, on va savoir combien on a fait. Est-ce qu'un tour, deux tours, un quart de tour ou une portion de rotation. C'est ça la rotation θ. Donc en réalité, notre θ de rotation, ce sera le nombre lu sur le nombre total fois 360 degrés si on veut savoir en degrés. Ça, c'est un exemple général. Donc, la résolution va dépendre du nombre total. Comme ça, on pourra savoir exactement quoi le tour. Dans ce qu'on a vu aussi dans le cours, on a d'autres trous ici qui sont décalés pour savoir le sens de rotation pour des codeurs. Et ça, ce qu'on a, c'est les codeurs, les encodeurs d'heures incrémentales. Incrémentales. Mais aussi, ce qu'on a vu, on a ce qu'on appelle les encodeurs absolus. En réalité, les encodeurs absolus, la façon avec laquelle on a mis les trous, c'est qu'on a donné à chaque position un code donné. Donc le laser, on aura un laser depuis le centre jusqu'à la fin du disque, ici, l'extrémité. Et qui pourra lire chacun des trous ici. Et on a pour chaque, par exemple, si on veut juste 16 positions données par rapport à une rotation. Donc on peut avoir un code qui est déjà effectué et on sait exactement à quelle position on est. C'est quoi l'avantage pour les codeurs absolus? L'avantage ici, c'est que pour les codeurs incrémentales, si on arrête la machine et on coupe le courant, et quelqu'un va tourner l'axe, parce que les trous se ressemblent, qu'on a sur le disque, on ne peut pas savoir exactement est-ce que l'axe a tourné ou non, et à quelle position. Mais pour le codeur absolu, même si on n'a pas besoin d'alimentation de savoir la dernière position avant la coupure de courant. Parce on sait exactement, on était sur ce code, et même si quelqu'un tourne par à l'autre code, c'est différent. Les positions du disque sont différentes. En même temps, on a vu qu'il y a différentes aussi pour l'absolu. Il y a deux types, ce qu'on appelle les multi et un seul uni tour parce que on aura un deuxième disque qui va enregistrer le nombre de rotations qu'on a fait. Si quelqu'un fait tourner la machine pendant qu'il est en coupure de courant, on peut même enregistrer le nombre de tours qu'on a fait et savoir exactement combien de tours qu'on a fait pendant que la machine est arrêtée. Donc, on a maintenant une vision générale de ce que le marché industriel propose comme capteur, comme qu'on a dit comme œil, comme sens pour savoir l'information, pour tirer de l'information de l'environnement qui entoure la machine et leur type. Passons maintenant aux actionneurs. La partie qui va les muscles de la machine. Pour les actionneurs et les muscles de la machine, pas aller directement à ces diapositives. On a commencé l'un des actionneurs les plus importants. On a des actionneurs pneumatiques, on a des actionneurs hydrauliques, on a tellement des actionneurs qui sont sur le marché. Mais on va commencer on va donner une description premièrement on va mettre le point plutôt l'intérêt sur les moteurs parce qu'ils sont les plus utilisés et parce que on va voir dans la deuxième partie les robots et les machines CNC que leur composition
principal se compose aussi des moteurs. On a vu les types qu'on a des moteurs sur le marché. On a dit qu'il y a les moteurs Papa, trois types qui sont très connus. Les moteurs DC à courant continu et le moteur AC. On a vu la différence en chacun des moteurs et c'est quoi les avantages. En réalité, les moteurs Papa, ils ont un rotor où on a des dents directement d'une façon qui est plus simple, simplifiée. Et à chaque fois qu'on donne une impulsion électrique sur le rotor du moteur Papa, on pourra, c'est des pôles en réalité, ce qu'on appelle, on pourra se déplacer d'un pôle à un autre. Ce qui est important, on maîtrise le mouvement du moteur Papa. Les moteurs DC, c'est des moteurs qui fonctionnent sous le courant continu. C'était des moteurs au départ faciles à commander leur vitesse ou à commander leur position, parce que leur sortie, leur vitesse est proportionnelle à la tension qu'on y met à l'entrée. Et le moteur AC, c'est des moteurs c'est plutôt, dans les moteurs AC, on a deux types de moteurs, les moteurs synchrones et asynchrones. Les moteurs asynchrones sont des moteurs qui sont pas chers, robustes et avec le développement de la technologie, on avait des VFD, des variateurs de vitesse qui peuvent varier les moteurs. C'est ce qui explique maintenant l'utilisation. C'est le moteur le plus utilisé dans l'industrie. Et le moteur synchrone, c'est plutôt des moteurs. La différence entre ces deux moteurs, on a dit qu'il y a un facteur pour les moteurs asynchrones. On a un certain facteur de glissement dans le moteur, mais pour les moteurs synchrones, on n'a pas un glissement. En réalité, comment on varie la vitesse, parce que c'est des moteurs à courant alternatif, c'est la fréquence avec laquelle la tension alternative à l'entrée, la vitesse de l'arbre, il suit vraiment la fréquence de cette variation. Et pour varier la vitesse, tout simplement, on a besoin de varier cette fréquence. C'est la même chose pour les moteurs synchrones. Mais pour les moteurs asynchrones, on a un certain glissement par rapport à cette fréquence. Donc, on a l'arbre est en retard un peu par rapport à cette fréquence. Cette problématique n'est pas présente pour les moteurs synchrones. Donc, et on a vu que on a vu aussi les variateurs de vitesse et c'est des composants électroniques en réalité qui sont capables c'est des composants électroniques qui ont la capacité de changer, de varier la vitesse de rotation de moteur. C'est une chose qu'on aura besoin dans l'industrie afin d'arriver à nos buts d'automatisation. Pour les lecteurs qui vont, ça reste une séance de révision. Vous pouvez retourner à ce qu'on a fait pendant le cours, les diapos, et voir les détails des variateurs de vitesse. Passons maintenant à une autre entité qu'on a vue, c'est plus important, c'est les servomoteurs. Les servomoteurs, c'est quoi un servomoteur? On a dit un servomoteur, c'est tout un système qui est composé en réalité du moteur, de son encodeur ou résolveur, parce que les résolveurs sont des systèmes capables aussi de savoir la position du moteur. On a vu déjà ça dans le cours, mais leur façon de fonctionner, leur fonctionnement, principe de fonctionnement est différent de celui des encodeurs. Un résolveur ici pour avoir le feedback ou la rétroaction sur la position et la vitesse du moteur. Et on a un servo drive qui est en réalité ce servo drive qui est un variateur de vitesse plus
une unité intelligente, un contrôleur qui est capable de d'assurer l'asservissement ou le positionnement d'un moteur. Parce on veut en réalité assurer une certaine régulation ou un certain asservissement. Quand on parle de régulation et asservissement, ça veut dire, si je prends un exemple plus simple, l'exemple que c'est pour les robots. Un robot, il doit bouger son bras d'une position donnée à une certaine position donnée. Mais on doit s'assurer que notre mouvement est directement, il va aller à la deuxième position d'une position θ. Donc il doit aller d'un angle θ1 et il va tourner jusqu'à un angle θ2. Et c'est ça l'asservissement, c'est d'assurer d'aller de cet angle au deuxième angle θ2. Bon, ça c'est où la régulation. Régulation, c'est plutôt maintenir une valeur. Si j'ai un convoyeur, où j'ai mis un moteur qui va faire tourner ce convoyeur, en réalité, je veux assurer une certaine cadence de production. On revient à l'exemple des bouteilles. Donc, cette cadence, il dépend à la vitesse de rotation du moteur qui est implanté ici pour cadencer la vitesse de l'encodeur. Donc, on veut assurer une certaine régulation. Ça veut dire on veut aller à une vitesse constante. On va demander au moteur d'aller à une vitesse constante donnée. Il doit assurer cette vitesse constante donnée. Donc, on a besoin d'une régulation. Ça veut dire on doit lire la position du moteur et on doit lire la vitesse du moteur. Et en fonction si le moteur ajoute de la vitesse ou diminue sa vitesse, on va le pousser à retourner à cette vitesse constante. C'est ça la régulation. Donc, ce qu'on voit, le servomoteur n'est en réalité que un moteur plus un variateur de vitesse plus son encodeur ou un résolveur plus un variateur de vitesse plus un certain un certain calculateur ou une certaine unité intelligente qui est capable en réalité d'assurer l'asservissement. Seulement. Donc, ici, on voit dans le diapo quelques différentes structures. Les moteurs parlent pas, comme on a dit, ils n'ont pas vraiment besoin d'un certain feedback parce on n'a pas besoin de mettre un encodeur sur le moteur parce qu'en réalité, leur conception de moteur n'est que des pôles et le nombre de pôles, ça serait, si on veut une position donnée, on doit juste donner un nombre de pulses pour que le moteur effectue un nombre de tours, un nombre de pôles, une rotation par rapport à ce nombre de pôles. On a déjà vu ça dans le cours, on a vu que c'est un des avantages du moteur par PAM, mais il a certains désavantages aussi. Mais pour les autres servomoteurs, on a besoin d'un certain encodeur pour le positionnement. Et même pour la position où on va mettre le positionnement, ça va dépendre de la façon de fonctionner. Est-ce qu'on va le mettre sur l'axe du moteur ou sur la dernière partie de la charge, ce qui va donner un feedback qui est direct ou un feedback qui est indirect par rapport à ce qu'on voit dans le diapo. D'après ce qu'on voit ici, donc, ces servomoteurs sont un élément qui est important dans l'automatisation parce que si on prend l'exemple d'un robot, il est composé de plusieurs articulations et chaque articulation, il doit assurer un certain mouvement à une position précise, donc un certain asservissement. Donc,
pour chaque articulation, on aura besoin d'un certain servomoteur. C'est pour cette raison qu'on a mis le point sur cet élément. Mais comment on assure l'asservissement et la régulation? Alors, pour assurer l'asservissement et la régulation, pour comprendre c'est quoi l'asservissement et la régulation, il faut quand même, on a dit, il faut quand même passer déjà par le cours, pour comprendre c'est quoi un système qui fonctionne en boucle ouverte et en boucle fermée. C'est des notions de base domaine de l'automatisme, domaine de l'automatique. Je vais donner un exemple pour comprendre c'est quoi un comportement en boucle ouverte. On a donné deux exemples différents dans le cours. On a commencé par juste pour le moteur. Si tu donnes un moteur une tension, il aura une vitesse de sortie. Dépendamment des conditions, où on va donner l'exemple, celui que tu es en train de conduire la voiture. Si on n'a pas l'afficheur de vitesse de notre voiture, on accélère, on a une vitesse de sortie et on continue directement. Mais pour la boucle fermée, pour fermer la boucle, quand on conduit notre voiture et on veut aller à une vitesse constante, on est en train de vérifier d'une façon continue la vitesse de notre voiture. Et à fur et à mesure qu'on s'approche à la vitesse voulue, 100 km par heure par exemple, si on choisit cette vitesse, on essaie de donner les bonnes consignes à notre pied pour appuyer sur l'accélérateur ou diminuer, dépendamment de la force qu'il va utiliser pour l'accélérateur afin d'aller à cette vitesse constante. Donc, la première partie, quand on ne voyait pas on ne voyait pas le tachymètre ou la vitesse de notre voiture, on était en train de conduire d'une façon en boucle ouverte. Ça veut dire on appuie, on a une réponse. La deuxième partie, on a fermé la boucle. Donc, dépendamment de la vitesse réelle de la voiture et la vitesse qu'on veut, on essaye de trouver une manière d'envoyer à nos muscles de notre pied une façon de régulariser la vitesse pour arriver à 100 km par heure. Donc, si on part au schéma ici, qu'on est en train de voir, le procédé par exemple, qui était ici, c'est pour la voiture, on avait je vais expliquer avec un autre exemple. Si je veux réchauffer ma chambre avec une résistance chauffante, donc le procédé ici, ça serait toute ma chambre avec la résistance chauffante. Si je veux maintenir une température de 20 degrés, donc j'aurai besoin d'un capteur de température qui va m'envoyer la bonne consigne sur la température de la chambre. Et dépendamment de ma température de la chambre et de la consigne voulue, ça veut dire la consigne voulue 20 degrés, dépendamment de ces différences, un correcteur que je dois concevoir, ça veut dire un algorithme, une certaine intelligence, comment il va varier dépendamment de cette erreur, il doit envoyer une bonne consigne, le bon voltage à ma résistance chauffante afin de chauffer la chambre. Un des correcteurs le plus simple pour comprendre qui était utilisé dans l'industrie, c'est qu'on appelle Big Bang, si je me rappelle bien du nom. Je donne le courant maximal à ma résistance chauffante jusqu'à que ma température arrive à un certain 20 degrés
plus un petit delta, ça veut dire je peux aller jusqu'à 20-21 degrés et j'arrête. Après, ma température de la chambre va descendre jusqu'à, je peux aller par exemple à 19 degrés et je recommence. Et ainsi de suite, ma température va osciller autour de la valeur 20 degrés. Ce correcteur, malgré qu'il paraît qu'il est efficace pour tous les cas, mais il y a une notion plutôt dans l'automatisme, c'est la notion de stabilité. Pour certains systèmes ou pour beaucoup de systèmes dans l'industrie, il ne pourra pas fonctionner, mais ça, on l'a donné comme titre d'exemple pour comprendre un certain correcteur, algorithme. Donc c'est ça la logique suivant l'erreur. Ça veut dire dès que l'erreur est moins de 1 degré, et plus de 1 degré, j'arrête, et ainsi de suite. Donc on a un certain algorithme qu'on peut programmer sur une carte intelligente ou un microcontrôleur qui va prendre l'information du capteur et prendre la consigne que j'ai demandée. Et au fur et à mesure, il va donner les bons courants à la résistance chauffante pour chauffer ma chambre. Autre chose, on a ce qu'on appelle, mais le correcteur le plus utilisé dans l'industrie, c'est un correcteur qu'on appelle le correcteur PID, qu'on a qu'on a quand même vu son principe de fonctionnement pendant le cours. Je vais revoir ça dans le prochain diapo. En même temps, on a vu une autre chose qui s'appelle par rapport à la notion de régulation automatisation, c'est plutôt ce qu'on appelle les performances temporelles. Comment on veut que notre réponse, la réponse de notre système, agit quand on veut la corriger avec un correcteur en boucle fermée. Donc, on va aller directement au diapo qu'on a ici. Et on va... Donc, revenons aux performances temporelles qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme performance temporelle? On a ce qu'on appelle le dépassement, l'aérostatique, le temps de montée, le temps de stabilisation et le temps de pic. Je vais juste revoir comment on est pour comprendre les détails. Si moi, voici mon système à commander, ça veut dire je vais aller directement, j'ai un procédé à commander, le même schéma qu'on a en haut. Et avec un certain correcteur qu'on a programmé sur un microcontrôleur, correcteur. Imaginons que en réalité ce procédé, ou ce système à commander, c'est ma voiture qui est dotée d'un régulateur de vitesse automatisé. C'est ici un régulateur de vitesse. En réalité, le régulateur de vitesse, c'est cette partie, ce correcteur. Et c'est elle qui va envoyer le bon débit de l'essence à mon moteur afin d'arriver à une vitesse donnée. C'est bon? Et en fonction de la vitesse lue et la consigne qu'on veut. Donc ici, on a l'erreur, ça veut dire la différence entre la consigne et la vitesse lue par le capteur de vitesse. Donc, en réalité, si je reviens ici, la voiture a été arrêtée, j'ai mis sur j'ai demandé à ma voiture pour mon correcteur d'aller directement à une vitesse de 60 km par heure. Donc j'étais à 0 à un instant T, un temps donné. J'ai directement qu'on va appeler à T est égal à 0. Je demandais d'aller à 60 km par heure. Et ici, mon régulateur de vitesse,
il va, en fonction de cette différence de 0, la vitesse qui était 0 pour la voiture, jusqu'à 60, il va envoyer les bons débits de l'essence au moteur de, d'aller à 60 km par heure. Donc, ce qui va arriver, que ma vitesse, il va commencer à changer d'une façon continue dans le temps, jusqu'à qu'il arrive où il dépasse parfois 60, il va essayer de se stabiliser sur 60 degrés. Donc ma réponse en réalité, dans la majorité des cas, a cette allure. Et se stabilise vers 60 km par heure. Premier critère. Il se peut que ma vitesse ne se stabilise pas à 60 km par heure. Elle va se stabiliser à une vitesse de 63 km par heure à la fin. Donc, ce qu'on appelle l'erreur statique. La différence entre ce que j'ai demandé et ce que a été établi en réalité, c'est l'erreur statique. Donc ici, j'ai 3 km d'erreur statique. Deuxième chose, combien a pris mon système d'aller de 10% à 80% de ce que j'ai demandé, 10%, ce temps est appelé le temps de montée de mon système. Et ça reflète un certain critère de rapidité de réponse de mon système, pour le temps de réponse. Et finalement, on a deux autres choses, le temps de pic, et on a le pic, c'est à une valeur, la valeur que notre système va arriver au maximum, c'est un pourcentage qu'on appelle un dépassement. Combien le système il va dépasser en pourcentage la valeur que j'ai demandée. Et le dernier critère de temps, c'est le temps de stabilisation. Combien ça a pris de temps pour entrer dans une enveloppe de plus ou moins 5% de ma consigne. C'est exactement le temps qu'a pris pour rentrer dans cette région, c'est le temps de stabilisation. Et ça, c'est beaucoup plus important. Parce que c'est dans l'industrie, c'est ce temps de stabilisation qui est important pour moi. Imaginons un robot que je lui demande d'aller à une position donnée pour attraper ce stylo. C'est un bras robotisé. S'il bouge et il part en train d'osciller proche de la position, on ne peut pas lui donner la consigne à attraper la position jusqu'à qu'il soit stabilisé, jusqu'à le temps de stabilisation. Et ce temps de stabilisation, il joue sur le facteur économique parce que c'est exactement la cadence avec laquelle on va faire cette tâche. Donc, pour résumer, on a intérêt à minimiser ce temps de stabilisation, à avoir l'erreur le plus petit possible parce que ça joue. Le temps de stabilisation, ça joue sur la rapidité de ma tâche. L'erreur statique, ça joue sur la précision avec laquelle j'exécute ma tâche. Et les dépassements aussi, il est apprécié de ne pas avoir un grand dépassement parce qu'un grand dépassement, la tâche qu'on a vue, il a un aspect oscillatoire. Puisque je dévie au maximum, puisque c'est pas apprécié, peut-être parfois c'est un aspect sécuritaire. Imaginons un robot qui dévie au maximum pour revenir à la tâche. Donc ça joue sur son enveloppe de sécurité ou sa région de sécurité. C'est bon? Donc on avait une notion générale sur c'est quoi une boucle ouverte, une boucle fermée et on a vu dans le cours les critères temporels avec lesquels on évalue la réponse temporelle
ou avec laquelle on va concevoir aussi notre correcteur. On va les concevoir de telle façon d'assurer un certain erreur statique, un certain temps de stabilisation. Donc on se repose sur ce critère pour concevoir parfois notre correcteur. On a vu aussi des critères fréquentiels. On a vu les notions dans le cours. Et je préfère juste me concentrer dans cette vidéo sur les critères temporels. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu le correcteur le plus utilisé dans l'industrie, c'est le correcteur PID. Et c'est quoi un correcteur PID? Comme le nom le mentionne, on a un P qui veut dire proportionnel. I c'est intégral. Et D c'est dérivé. C'est un correcteur à triple action, comme on voit ici. C'est quoi la différence? C'est quoi l'intérêt de chacune des actions? En réalité, proportionnelle. Je vais donner l'exemple simple. Je veux bouger ma main d'une position A à une position B. Donné. Donc, ce qui fait la tension que j'envoie ou la consigne que j'envoie à mes muscles, puisque je l'augmente, puisqu'il va aller à une vitesse qui est plus grande. Il va bouger rapidement. Donc, le Kp, exactement, c'est que je veux augmenter cette consigne. Je veux juste la multiplier. Je veux dire, dépendamment de l'erreur, la différence que j'ai entre ma position et ma position donnée, je la multiplie par un facteur pour que je la rende plus rapide. Mais c'est quoi le désavantage? Puisqu'on rend un système plus rapide, puisqu'il a intérêt à perdre sa stabilité ou à prendre beaucoup de temps pour se stabiliser. Il pourra osciller. C'est tout simplement normal. Essayer de bouger lentement, tu vas arrêter rapidement à la position. Ça, c'est quand même un certain dilemme entre les deux. Mais si je bouge rapidement, j'aurai moins de tendance à s'arrêter à la bonne position. Donc, il rend le système plus rapide, mais moins stable, ce facteur P. Je vais aller à la dérivée. On a moins tendance à utiliser la dérivée dans les applications simples qui sont utilisées dans l'industrie. On utilise plutôt des correcteurs PI que des correcteurs PID. Comme on sait, dans l'effet de la dérivée, il a un effet de prédire le futur d'un comportement d'un système. Si je connais la vitesse avec laquelle une personne se déplace, je peux savoir si cette vitesse est constante, je peux savoir dans le futur à quelle position, si je connais sa position actuelle, à quelle position il sera dans une heure ou dans quelques minutes. La même chose, c'est la dérivée. Donc, avec la façon de comportement de mon système, je peux savoir en fonction de sa dérivée, je veux anticiper les choses, on le multiplie par un K pour anticiper le fonctionnement de mon système afin de changer son comportement. Oui, c'est brillant, mais le problème, si le système change rapidement son comportement, à l'intérieur de cette enveloppe où on lit, on sera incapable de le stabiliser. Oui, ça rend le système plus rapide, mais aussi il a le même effet comme la partie proportionnelle, c'est qu'il rend le système moins stable. Et on a le dernier effet, c'est l'intégration. L'intégration, je vais aller à la dernière étape de mon système. C'est quand mon système, il essaie de rejoindre ma consigne que j'ai demandée, ma vitesse. Donc, si mon système
Donc, il va prendre toutes les valeurs qui sont accumulées dans le passé, dépendamment de ces valeurs qui sont accumulées dans le passé. Il va savoir, en multipliant par un autre facteur, il va lui permettre de rejoindre cette valeur. Donc, si j'aurais une erreur statique qui est nulle, donc l'accumulation est nulle, donc j'essaie d'avoir une erreur statique qui est nulle. Donc, le fait intégral, il me permet en réalité d'avoir une erreur statique qui est nulle. Mais c'est quoi son inconvénient? C'est qu'il retarde le système. On a déjà vu ça en plus en détail pendant le cours, mais je reviens pour faire une explication détaillée. Donc, c'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est de déterminer ce Kp, ce Ki, ce Kd, ces facteurs, et leur donner une valeur mathématique afin que ce correcteur puisse commander notre système. Aboutir, il va nous aider à commander notre système. Et on a vu pendant le cours une méthode un peu empirique, c'est empirique, une méthode empirique de Ziegler-Nichols qui va permettre, en fonction du fonctionnement de notre système en boucle ouverte, donc ça veut dire je prends par exemple mon moteur, je veux commander mon moteur, je donne une tension, je vois sa réponse en boucle ouverte, et en fonction de cette réponse, on peut déterminer les Kp, les Ki, les Kd afin de commander mon système. Donc, passons maintenant au robot industriel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a décrit les éléments essentiels de l'automatisation d'un système automatisé. Donc, on a dit qu'un système automatisé est composé d'un certain capteur, une unité intelligente et d'un certain actionneurs. On a vu certains actionneurs, on a vu que pour assurer une certaine régulation, un certain asservissement, on a besoin de concevoir des correcteurs. Et c'est des algorithmes ce correcteur peut être directement un correcteur qu'on va concevoir d'une façon électronique, ou on peut écrire un certain algorithme, l'écrire et l'implanter sur une carte, un microcontrôleur, et il va jouer le rôle de correcteur de notre système en lisant l'information, prenant l'information de nos capteurs, nos senseurs, et d'envoyer les bonnes consignes à nos actionneurs afin d'assurer un certain fonctionnement voulu, un certain asservissement ou une certaine régulation. Les robots n'est aussi que des machines qui sont conçues automatisées. Ils peuvent faire des tâches automatisées aussi. Leur architecture, comme on a vu dans le cours, si on prend la structure générale mécanique, il est composé des moteurs. Normalement, c'est exactement que si je prends un bras robotisé, ça ressemble à la façon avec laquelle ma main fonctionne. C'est différentes liaisons avec des segments qui sont mon arc ici par exemple, et des moteurs pour chaque liaison afin de faire le mouvement. Et à la fin, on a un organe terminal ou l'effecteur de notre système. On va le concevoir dépendamment de l'application voulue. Si je veux faire le soudage, j'ai un effecteur qui va me permettre de faire le soudage. Si je veux faire un pick and place, j'aurai un effecteur qui va me permettre de prendre la pièce et de la poser quelque part. Et ainsi de suite. Et à la fin aussi, j'ai besoin d'une base sur laquelle mon robot sera posé. Ça, c'est la structure générale. En même temps, il a besoin des capteurs afin d'assurer l'information. Quand on a vu des encodeurs, des régulateurs des résolveurs pour savoir la position avec laquelle on a tourné exactement. Et un contrôleur qui va
permettre de faire l'asservissement de chacun des mouvements, parce qu'un robot, il y a différents mouvements sur chacune des articulations. Passons maintenant à pour comprendre aussi les robots, on a intérêt à comprendre des notions de mécanique de base. C'est quoi les degrés de liberté? Si on prend une pièce dans l'espace, il a toujours 6 degrés de liberté. Je prends un repère, il y a des translations dans les 3 axes dans l'espace. On est dans un espace, on vit dans un espace tridimensionnel. Donc on peut soit bouger par rapport à cette direction, ou l'autre direction, ou la direction verticale. Ce qu'on appelle position X, Y ou Z. Et en même temps, par rapport à chaque axe qu'on a, on peut effectuer une rotation. Et ce qui nous donne 6 degrés de liberté. Avec ces degrés de liberté, on peut construire des types de liaisons. C'est quoi les types de liaisons? C'est à chaque fois on est privé, on ne peut pas assurer un certain mouvement par rapport à un des degrés de liberté, un ou plusieurs. On a une certaine liaison, un type de liaison. Les 2 types de liaisons les plus connus, c'est la liaison glissière. Donc un mouvement, juste on a un seul degré de liberté par rapport à la translation, par rapport à un axe, soit par rapport à X ou Y ou Z. Ou un pivot qui va nous permettre d'avoir une rotation par rapport à un des axes donnés, soit par rapport à l'axe Y, Z et ou Y, X, Y ou Z. Mais la combinaison de ces liaisons pourra nous donner et sera le fruit d'un type de robot donné. Donc, dépendamment des liaisons, des combinaisons de liaisons, on a un certain type de robot. On a vu 4 différents types qui sont très connus dans l'industrie. On a le robot cartésien. Son nom revient exactement parce que sa façon avec laquelle il se repère, c'est comme le repère cartésien. Donc, si je veux aller à une position Y, je veux demander, il est composé de 3 liaisons. PP, c'est pivot, pivot, pivot. Chaque liaison par rapport à un des axes. Donc, si je veux aller à une position donnée, X, Y, Z, que je pourrais, si je donne dans le repère 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, j'ai juste besoin de 3 moteurs qui cadencent les 3 liaisons, d'aller à ces positions données, je serai exactement à cette position. Il y a les liaisons on a les types de robots qu'on appelle réticulés. C'est une combinaison des liaisons rotiles qu'on vient de voir. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de... euh, c'est exactement la majorité des robots qui sont sur l'industrie, qu'on a des bras robotisés qu'on a sur l'industrie. On trouvera 6 liaisons ou 7 qu'on appelle à 6 degrés ou 5 degrés de liberté dans la majorité des cas. Et on a un type qu'on appelle le robot SCADA. Le robot SCADA, c'est des angles qu'il pourra faire par rapport aux 3. On a 3 liaisons côtières et une seule liaison pivot pour aller chercher la pièce. Et finalement, on a un type de robot qu'on appelle le robot Delta. Il a un peu une structure qui est complexe et qui est très utilisée dans des pick and place rapides dans l'industrie. Passons à une notion qui est importante,
dans la robotique, c'est la notion de référentiel. Parce que pour programmer un robot, en réalité, la programmation d'un robot, c'est lui demander d'aller à une position donnée. Et quand on parle de changement de position d'une position à une autre, on a besoin d'un repère. On doit référer notre mouvement à un repère donné. Et les repères qui sont définis par les robots, il y en a des repères qui sont conventionnels, qu'on peut trouver pour les robots, ce qu'on appelle le base coordinate. C'est un repère qui est relié à la base, comme on a vu dans le word coordinate et le tool coordinate, c'est ces trois repères. Le base coordinate, c'est un robot, c'est un référentiel que le constructeur, c'est lui qui l'a défini par rapport au repère. Donc, dès que j'achète la première fois mon robot, je sais exactement, j'ai un repère qui est établi par rapport à ma structure du robot, où je peux repérer soit un nouveau repère ou un mouvement. Je peux effectuer des mouvements de base par rapport à cette position. Mais ce repère, ça sera difficile de repérer certaines positions par rapport à ce référentiel. Imaginons que moi je veux faire un mouvement à la tête de mon robot ici. Les équations mathématiques par rapport à ce mouvement que je dois donner, ce seront beaucoup plus difficiles si j'ai un repère directement à mon bras relié ici. Ce sera juste une rotation que par rapport à mon épaule. Si j'ai un repère par rapport à mon épaule, cette rotation, ça sera très difficile de la concrétiser avec des équations mathématiques pour la programmer. Donc, et le word repère, c'est un repère qu'on peut mettre où on veut. Comme ça, on pourra, si on a une certaine combinaison, certaines, je veux dire, deux robots qui vont travailler en même temps, ils peuvent se mettre d'accord sur un seul repère, c'est un seul référentiel. Comme ça, ils pourront effectuer les deux un mouvement par rapport au même référentiel, par exemple. Et ainsi de suite. Et donc, on doit établir notre référentiel avant de programmer un robot industriel. En même temps, en fonction de notre application, on va choisir par rapport à quel repère. Donc, pendant la programmation, on appelle le repère pour lequel on va effectuer notre mouvement. On a déjà vu ça dans le cours avec des exemples simples de mouvements de programmation pour les robots. Passons maintenant aux machines aussi CNC. Comme on a vu dans le cours, les machines CNC ressemblent, on pourra même dire que c'est des robots cartésiens. Dans la majorité des structures des machines CNC, on peut même voir même les nouvelles imprimantes 3D, ils ont une structure cartésienne par rapport à leur liaison. Et comme ça, on peut se positionner à un endroit donné, X, Y, Z. Et aussi, on a la même notion, si on veut programmer, c'est la notion de référentiel. Donc, le constructeur nous livre une origine de la machine avec un repère qui est donné, ce qu'on voit ici. En même temps, le programmeur, c'est lui qui va programmer la machine afin d'effectuer travail donné, et afin de manipuler la pièce, c'est ce qu'on appelle l'origine du programme ou l'origine de la pièce. Donc, on définit une certaine origine avec les deux axes. Et on peut se référer notre mouvement par rapport soit à cet axe ou à ça, c'est référentiel ou au deuxième référentiel, l'origine du programme. Comme on peut toujours se référer à l'origine que le constructeur nous a donnée. Et les machines CNC ont un programme conventionnel dans la majorité des machines
qui, qui est, qui est normalisé entre les machines, qu'on appelle le langage G. On a vu quelques exemples de programmation pour les machines CNC pendant le cours. Ça va nous permettre de concevoir, normalement les machines CNC, c'est les machines qui vont nous permettre de concevoir un prototype pour une machine parce qu'on a une certaine manipulation sur une pièce et on veut construire, avec laquelle on veut construire notre machine. Donc ça c'est un exemple de type de programme qu'on peut implanter sur une machine CNC. Et ça, c'est un exemple juste d'un tableau de code G qui va nous permettre la programmation. Si je prends par exemple le code, pourquoi l'appeler le code G? Parce que la majorité des codes de programmation commencent avec un G. Si je prends le G00, ça veut dire c'est un mouvement rapide où je demande à la machine d'effectuer un mouvement rapide. Il me faut juste identifier c'est quoi la référence, le point où je veux effectuer ce mouvement, et il va l'effectuer d'une façon rapide. Le G01, c'est un linear feed mouvement. C'est un mouvement linéaire jusqu'à la position donnée, et ainsi de suite. Donc, pendant cette vidéo maintenant, on a pu revoir d'une façon rapide ce qu'on a fait depuis le début des cours. C'était plutôt juste un rappel. C'est pas c'était pas comme j'ai dit dans le début de la vidéo. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail, mais de savoir qu'est-ce qu'on a fait et dans quelle direction on va s'en aller. Donc, on a vu c'est quoi les composants d'un système automatisé pour construire, qui se compose des capteurs, d'une partie intelligente, microcontrôleur ou un PLC ou n'importe. Et des actionneurs avec les types des actionneurs. On a vu que dans beaucoup des exemples dans l'industrie, on est amené à faire de la régulation de l'asservissement. Comment faire cette régulation? C'est quoi un correcteur? C'est quoi un correcteur PID? Et on a vu certains blocs déjà faits qui sont dans l'industrie que le marché industriel nous présente pour effectuer de l'automatisation, comme les robots, les machines CNC et ainsi de suite, et leurs principes de fonctionnement. On veut continuer dans les prochaines vidéos à voir comment programmer un PLC, c'est quoi le langage de programmation, et ainsi on veut voir comment deux machines pourront communiquer, c'est quoi les langages c'est quoi les langages de communication de terrain, c'est leur protocole de communication avec des exemples simples. Merci pour votre attention. On se voit à la prochaine vidéo. Bonne révision à tout le monde.